Nous allons maintenant aborder le thème de la conformité Nice 2. Dans le monde industriel, il faut adopter la low-tech. Pour cette intervention, merci d'accueillir Zineb Diouri de la société Bearing Point et Antoine Sauvage, d'autre part, qui est là, de Transdev. Bonjour à tous les deux. C'est parti. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux venus aujourd'hui nous écouter sur ce sujet. Et puis, merci Antoine d'avoir accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui de Nice 2. Comme vous le savez, c'est une directive européenne qui est en cours de transposition dans le droit français, qui devait d'ailleurs être transposée fin d'année dernière, mais qui prend un peu de retard. La particularité aujourd'hui de Nice 2, c'est que ça va concerner 15 000 entités, alors qu'avant Nice 1, c'était simplement 500 entités. Et donc, quand on dit 15 000 entités, on dit plusieurs entités qui n'ont pas forcément déjà réfléchi à ces enjeux de sécurité et qui n'ont pas forcément également non plus les moyens de se mettre en conformité avec toutes les solutions qu'on peut trouver sur le marché qui peuvent être relativement coûteuses. Et comme vous pouvez le voir, par rapport au secteur que ça couvre, il y a quand même plusieurs sociétés qui ont des systèmes industriels assez complexes, justement. La particularité de Nice 2 aussi, c'est qu'en fait, une non-conformité, ça va entraîner également des sanctions, à la fois financières, mais à la fois administratives, où globalement, ça va toucher également à des postes de direction. Donc ça remet vraiment la cyber à une posture business pour que la cybersécurité soit prise en compte. Donc c'est à la fois une contrainte, mais aussi à la fois une possibilité de se mettre dans un niveau de sécurité important. Donc Nice 2, globalement, qu'est-ce que ça couvre? C'est 4 grands piliers, de manière assez classique. Donc la gouvernance, la protection, la défense et la résilience. Donc quand on parle de gouvernance, bien évidemment, on va parler de toute la partie organisation, politique, analyse de risque, audit, de manière assez classique, et aussi toute la partie gestion des tiers qu'il faudra prendre en compte. Quand on parle de la partie protection, globalement, on parle de gestion des accès, gestion des postes de travail, gestion de tout ce qui est protection du réseau, du filtrage, des annuaires, etc. La partie défense, donc tout ce qui est outils de détection et de réponse à incidents. Et puis enfin, la partie résilience. J'imagine que vous avez passé déjà toute la matinée du FIC où vous avez entendu parler de Nice 2 de long, en large et en travers. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans le détail, mais surtout de vous parler justement de moyens assez concrets qu'on peut trouver justement pour se mettre en sécurité. Et je trouvais l'expérience d'Antoine très intéressante dessus. Et donc, il va nous donner des exemples très concrets. Je te laisse la main, Antoine, pour en parler. Merci, Zineb. Le constat qu'on a fait, comme disait Zineb, c'est qu'on a fait 15 000 entités. Énormément de ces entités n'ont jamais eu à implémenter de la cybersécurité dans leur système, et notamment dans les systèmes industriels. Combien de fois est-ce qu'on voit des usines qui ont des systèmes qui ont été des systèmes de type SCADA ou IoT, qui ont été intégrés par des intégrateurs divers et variés, dont la cybersécurité n'est pas clairement la priorité numéro 1, et qui installent par défaut un certain nombre de systèmes, parfois d'accès distant, parfois de monitoring, mais qui ne sont pas du tout à l'état de l'art. Donc, on est dans des systèmes qui évoluent assez lentement, on est dans un rythme indus, donc on est plutôt sur des remises en question tous les 10 ou 15 ans, c'est très compliqué de faire changer les choses. Et quand on est face à des réglementations, que ce soit Nice 2, mais même Nice 1 ou LPM avant, on ne peut pas attendre le cycle normal de renouvellement de cette IT Indus, et il faut prendre les choses en main. Donc un certain nombre d'exemples que j'ai pu voir par le passé dans mes expériences de low-tech qui coûtent vraiment très peu d'argent, qui permettent de commencer. Alors attention, préambule, les rigoristes de la sécurité vont être choqués par ce que je vais présenter aujourd'hui. Mais c'est assumé. C'est en termes, par exemple, de réduction de risque pour des accès distants. Là,
certaines usines sur lesquelles j'ai pu travailler avaient des accès distants qui étaient intégrés par un mainteneur industriel, qui encore une fois, dont la sécurité n'était vraiment pas la priorité, qui avait installé un petit firewall qui faisait VPN, qui n'était pas patché, qui n'était pas monitoré, qui n'avait pas de MFA, qui n'avait rien d'Ardent. Et il fallait faire comme ça pendant au moins plusieurs dizaines de mois, voire années, avant de pouvoir le changer pour plein de raisons contractuelles compliquées, de négociations, etc. Comment gérer son risque quand on est dans une situation pareille qui met vraiment l'usine en risque? L'idée, pour 40 € sur Internet, un petit switch non managé de ce type-là. Vous avez un port entrée, un port sortie. C'est vraiment un switch non managé tout simple, qui était en coupure entre une accès Internet et le firewall qui gère le VPN. VPN qui est utilisé, pour rappel, pour la télémaintenance. Donc c'était un VPN utilisé lorsque le mainteneur avait besoin de se connecter pour diagnostiquer un problème, une panne, ce genre de choses. Donc c'était uniquement sur sollicitation. Ce n'était pas un VPN en permanence qui était mis en place en permanence. C'était vraiment qu'un VPN de maintenance. Alors via ce petit switch qui était mis en coupure et ce type d'équipement, l'ensemble coûte moins de 40 € sur Internet, permettait de dire on coupe en permanence la connexion de ce VPN. Donc on n'est pas sur une connexion qui est en 24/7, mais uniquement via la sélection qui est faite ici ou via le minuteur qui est là, sur une durée qu'on veut définir. Je veux donner à mon mainteneur l'accès pendant 6 heures à mon SI, j'appelle le gardien du site, je lui dis tu vas dans telle salle, tu tournes le bitonio jusqu'à 6 heures, c'est tout. Ça a permis de faire gagner des mois et des mois d'investissement et de travail sur des usines assez sensibles un peu partout en France. Ça, c'était le premier exemple, qui encore une fois n'est pas du tout à l'état de l'art, mais l'idée c'est qu'on ne travaille pas en termes de risque sur la gestion de l'impact. Évidemment qu'il va falloir sécuriser le VPN, évidemment qu'il va falloir mettre du MFA, évidemment qu'il va falloir changer les choses, mais en termes de fréquence, on passe de quelque chose qui est exposé tout le temps à quelque chose qui est exposé que quelques heures par mois. Donc on est moins sollicité disons, aux attaques par robot par exemple. Une autre chose, c'est lorsqu'on doit intégrer des réglementations telles NIS 2, NIS 1 et autres, on doit mettre un certain nombre d'équipements et de solutions qui n'étaient pas en place avant. Par exemple, le fait d'envoyer de ces logs, voilà, de collecter les logs sur un log forwarder pour l'envoyer à un SOC, le fait de faire de la sauvegarde restauration, malheureusement plein d'usines, il n'y a jamais de sauvegarde qui sont faites, il faut le mettre en place. Il peut y avoir des serveurs Radius parce qu'il faut faire l'authentification sur certains systèmes. Bref, il y a tout un tas d'équipements qu'il faut intégrer. Et quand je vais voir mes collègues des infrastructures, tout de suite, c'est il y a des grands noms de solutions, des gros noms de structures. Il y en a tout de suite pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'investissements pour des toutes petites usines dont ça n'a pas lieu d'être d'avoir ce niveau de qualité et ce niveau d'investissement. Les usines où j'ai pu aller, les automaticiens locaux avaient installé un petit NAS. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire la marque, mais de Synology. Un petit NAS qu'ils avaient à la maison. C'était exactement le même type de NAS qu'ils avaient en perso. Et ça pourrait être tout à fait plein d'autres concurrents qui font les mêmes choses. Et donc ce petit NAS, ils l'avaient installé dans leur usine également parce que ils le connaissaient bien, parce que c'était le même système, etc. Sauf que ce genre de NAS, c'est une vraie pépite en termes de sécurité. Sur ce NAS, alors à une certaine version, il faut au moins prendre le NAS qui coûte à peu près 200 € minimum, et on parle de 200 €, on ne parle pas d'investissement en dizaines de milliers. Vous avez un boîtier qui permet d'installer sur du Docker, du R6log, du syslog-ng, voire du Kibana, tout un tas de solutions qu'on peut intégrer directement via un Docker et de faire du forwarder sur, encore une fois, une boîte qui coûte quelques centaines d'euros. Pareil, cette petite boîte permet de faire de la sauvegarde restauration, y compris avec sauvegarde immuable à distance, par défaut avec les licences gratuites intégrées dans le produit. Elle permet également d'installer un serveur Radius pour faire l'authentification de l'ensemble des switches réseau de l'équipement. Tout ça intégré par des packages qui s'installent en clic-bouton avec une solution qui se met à jour via un firmware qu'on télécharge sur une page web et n'importe qui touche un tout petit peu à l'informatique mais sans être un expert peut le maintenir. Contrairement à des solutions du marché de grands constructeurs de sauvegarde, de SIEM, etc. où là il faut vraiment des expertises, des intégrateurs, des infras totales avec de la virtualisation, etc. qui sont totalement disproportionnées pour des usines où on parle d'usines où il y a 2-3 personnes dedans. Et c'est le genre d'équipements qui sont maintenant déployés dans l'industrie dans un certain nombre de sites et qui vraiment peuvent permettre au moins dans les premières années, les premiers mois de mise en conformité de dire on a commencé, c'est pas parfait, vis-à-vis des auditeurs, voilà. On a un truc qui marche, c'est pas l'état de l'art, d'accord, mais au moins on a des logs, on a des sauvegardes, on a l'authentification, on a quelque chose qui est sécurisé et ça permet même de faire endpoint VPN IPsec. On a même un système que l'on met à jour, qu'on monitor, c'est beaucoup plus simple et c'est assez efficient.
Un autre point, alors on n'est pas forcément sur, un moyen de mise en conformité en tant que tel, mais c'est plutôt sur un moyen d'acceptation et de conduite du changement. Dans certaines usines, lorsque l'on veut intégrer les règles de sécurisation qui intègrent le fait de revoir l'architecture, de mettre des firewalls potentiellement en coupure de certains réseaux, tout de suite, il y a beaucoup d'émois. Je ne sais pas si parmi vous, certains travaillent justement en indus comme ça et ont eu ce genre d'action à faire. Mais lorsqu'on va voir un industriel, on dit, bah voilà, on va mettre un firewall là qui sera en coupure entre ça, et on va filtrer les flux. Tout de suite, là, ça lève énormément d'alertes, énormément de passion. Il y a tout de suite un blocage qui dit, attends, moi je fais de l'exploitation, là ton truc ça va tout casser, hors de question, j'y connais rien en plus. Et puis tu sais, celui qui fait l'astreinte à 4h du matin, c'est Robert, il est proche de la retraite. Tes firewalls, il comprend absolument rien, si ça casse, c'est lui qui doit réparer. Ça, c'est du vécu, mais à plein d'endroits. Et donc, comment réussir à faire accepter le fait de dire on va quand même mettre du firewall dans ces usines, parce que c'est la loi, on n'a pas le choix, mais de le faire accepter de façon en termes de disponibilité. Alors bien sûr, évidemment, les firewalls, on les redonde matériellement, on les redonde en termes d'alimentation, on les redonde en termes de fibre optique, de connectique, etc. Évidemment. Pour autant, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise configuration qui soit poussée, d'une mauvaise mise à jour, d'un bug logiciel même, qui fasse totalement planter le filtrage et qui, du coup, impacte l'exploitation. Et donc, pour pallier à ça, l'appareil, désolé, mais les rigoristes de la sécurité vont certainement tomber de leur chaise, on a mis en place, des switches niveau 3. En gros, c'est un mini-routeur, hein, simplement, avec le même nombre de ports que le firewall, préconfiguré avec des ACL minimalistes. Alors, on accepte le risque d'abaisser le niveau de sécurité en cas de crise ultime. Ce qu'on appelle l'ultime secours, c'est un plan de continuité informatique qui est de dire, ok, on part du postulat qu'il est 4h du matin, les firewalls ne marchent pas, la GTR 4h, il ne répond pas, c'est impossible de le faire fonctionner, comment on fait? On prend le port, le câble qui est branché sur le port numéro 1, on le branche sur le port numéro 1. Numéro 2, sur le port numéro 2. Sur le numéro 3, sur le port numéro 3. Les deux équipements sont l'un au-dessus de l'autre et on allume le switch qui aurait été testé tous les 6 mois, ce qui permet d'avoir un routage à minima de l'ensemble des structures du SI Indus sans filtrage, mais fonctionnel, qui permet d'assurer l'exploitation à tout prix, tout en ayant géré son risque, en retirant tout ce qui est bien sûr les réseaux les plus sensibles, type accès distant, reporting externe, etc. Donc on isole l'usine, mais avec le fonctionnement interne de l'usine qui continue à fonctionner par ACL via un routage et non pas via un firewall. Alors évidemment, abaissement du niveau de sécurité, ça ne veut pas du tout tenir sur la durée, c'est juste pour pallier quelques heures le temps de réparer ce qui se passe au-dessus. Mais c'est cet élément-là qui m'a permis dans mon expérience à faire accepter dans une usine de dire ok, on accepte que tu mettes en place ces firewalls, on accepte le risque parce que on est rassuré sur cette capacité. Et tous les 6 mois, ils testent cette bascule pendant quelques minutes pour vérifier que ça fonctionne. Et on a réussi depuis déjà plus de 5 ans à fonctionner comme ça. Dernier exemple. Et le dernier exemple concerne des clés USB. Alors, c'est l'arlésienne des clés USB en SI Indus. C'est que, évidemment, que c'est un gros problème. On ne va pas parler de ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années dans le nucléaire, mais il faut réussir à gérer ces clés USB. Alors on peut bien sûr mettre en place tout un tas de sécurité avec des agents qui vont bloquer les clés non identifiées, etc. Ça coûte cher, c'est complexe à mettre en place, etc. La première étape, on peut mettre également bien sûr des stations de décontamination, mais ça coûte assez cher et il faut l'anticiper et ça peut prendre un temps assez infini dans certaines structures où l'investissement peut être long. La première étape qu'on a pu mettre en place, c'est des clés USB de ce type-là. Alors là, c'est une marque anglaise qui fait ça, mais il y a plusieurs marques de ce type. C'est des clés USB qui sont qualifiées autant, alors ça fait, on se la pète un peu vis-à-vis des Indus, et ce qui permettent d'avoir des clés d'une marque spécifique que l'on a acheté avec des porte-clés offerts à chaque personne de l'usine qui avait nécessité de se connecter et d'utiliser ces clés, avec un engagement écrit auprès des RH qui dit « Je m'engage à n'utiliser que la clé qui m'a été remise nominativement pour faire ce travail » et à aucun cas d'utiliser une clé qui vient de gens personnels qui seraient utilisés à la maison. Ce qui a permis, du coup, en termes de log, de pouvoir identifier sur seules les clés de cette marque-là sont branchées et toute clé qui viendrait d'une autre marque que celle-là serait détectée par le log forwarder dont on parlait. C'était la première étape. Après, bien sûr, mise en place de toute la sécurité qui va bien avec des agents, des stations de communication. Mais la première étape était de dire on va vous offrir des clés parce qu'on sait que c'est n'importe quoi, tout le monde utilise ses clés perso. Et au moins avec celles-là, elles sont très visuelles. Il y a un management, disons, visuel qui est associé à ça. Voilà, on arrive au bout des exemples. Il y en a encore plein d'autres
dans la tête d'Antoine qui en a mis en œuvre. N'hésitez pas à venir échanger avec nous, on sera juste à côté. Et puis merci à tous pour votre écoute. Merci.